Un zoom aujourd'hui pour rétablir l'exactitude historique sur le Rwanda. Pour développer tout ça, nous recevons Charles Onana. Bonjour monsieur. Bonjour. Charles Onana, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits armés. Vous nous présentez cet ouvrage important, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent. C'est publié chez l'Artilleur. L'intérêt de votre ouvrage, c'est vous qui le dites, défendre l'honneur des militaires français de cette opération turquoise, donc qui était une opération française lancée lors de la guerre civile du Rwanda entre 90 et 94. Vous avez confronté, Charles Onana, les sources d'information, analysé le rapport de force politico-militaire, examiné l'attitude de tous les acteurs du conflit. Et pourtant, le gouvernement, l'actuel gouvernement du Rwanda, n'hésiterait pas à vous qualifier de négationniste. Oui, vous savez, d'abord, ce qualificatif relève des événements de la Seconde Guerre mondiale. Je ne vois pas ce que ce terme vient chercher dans la tragédie du Rwanda. Et puis, ce n'est pas un terme qui est important pour la recherche scientifique. Il n'apporte rien à la contradiction ou au développement des arguments qui sont sur la table. Donc, ce n'est pas un terme qui est très important pour la réflexion intellectuelle. Et je crois tout simplement que c'est une tentative de disqualifier les gens en essayant de les parquer. Mais je crois que c'est une bataille perdue parce que la vérité, il faut que les gens sachent effectivement ce qui s'est passé. Alors, c'est le but de votre ouvrage, donc rétablir la vérité sur cette opération turquoise, mais également rétablir la vérité sur des faits antérieurs, une vérité cachée par des journalistes, des membres d'ONG, des chercheurs et donc évidemment par l'actuel gouvernement du Rwanda. Ma première question, elle date des années 50 à peu près, Charles Onana. Est-ce que la colonisation, c'est la colonisation qui a introduit la violence au Rwanda et qui a inventé ce conflit entre les Hutus et les Tutsis ? Écoutez, c'est une lecture qui est actuellement faite, ou depuis un certain temps, depuis 1994, par une série d'historiens plus ou moins idéologues, partisans du régime rwandais actuel. Je crois qu'il ne faut pas infantiliser les Rwandais. Ils n'avaient pas besoin de la colonisation pour pouvoir s'entretuer ou pour essayer de s'affronter. C'est une vieille bataille qui relève plutôt de la sociologie et de la sociologie politique du Rwanda, qui a été fortement documentée par des historiens qui ont travaillé, que ce soit rwandais ou occidentaux, qui ont travaillé sur la période pré-coloniale. Donc, un des plus qui fait autorité et qui est à la fois accepté par les Rwandais et par des Occidentaux, c'est Jean Vanzina, qui a expliqué très clairement que le conflit entre Hutus et Tutsis est ancien. Et pourquoi il est ancien? C'est tout simplement parce que les Tutsis ont gouverné le Rwanda comme une monarchie pendant des siècles, en essayant de dominer les Hutus. Et donc, ce qui s'est passé en 1959, c'est tout simplement que les Hutus ont rejeté cette forme de domination séculaire pour passer à une république dans laquelle tous les Rwandais pouvaient avoir voix au chapitre. Et donc, c'est cette révolution de 1959 qui a entraîné les premiers massacres très violents que l'on a connus. Mais en tout cas, il y avait déjà des affrontements très anciens entre les deux communautés. Et donc l'actuel gouvernement est bien tenu par les Tutsis. En octobre 90, donc les Tutsis à l'époque étaient exilés au Congo et en Ouganda. Et en Ouganda, exactement. En octobre 90, donc les rebelles Tutsis du FPR, le Front patriotique rwandais, attaquent le Rwanda. S'agissait-il d'une initiative visant à l'instauration de la démocratie ?
Alors, c'était ça qui était le discours officiel du FPR, mais en réalité, c'était une volonté de changer de régime. Alors, changer de régime, ils l'ont dit de façon explicite dans les communiqués qu'ils ont adressés, qu'ils ont rendus publics, mais tout le monde a essayé d'ignorer cette initiative. Pourquoi? Parce que la brutalité et la violence de cette initiative ont été stoppées par la France. C'est parce que la France est intervenue en 1990 pour empêcher la chute du régime Habyarimana que le FPR n'a pas remporté une victoire militaire à ce moment-là. Mais le FPR va ronger son frein pendant pratiquement 3 ans, c'est-à-dire entre 1990 et 1993, en occupant toute la partie nord du Rwanda, en y commettant des massacres et en déplaçant les populations vers l'intérieur. Donc, ce qui fait que quand on arrive aux négociations de paix de 1993, ce qu'on a appelé les accords d'Arusha, qui visaient le partage du pouvoir, en fait, entre Hutu et Tutsi, eh bien, le FPR n'aura jamais renoncé à sa volonté de s'emparer de tout le pouvoir en écartant les Hutus de façon totale et définitive. Pourquoi, Charles Onana, ces violences initiées dès 1990 n'ont pas été prises en compte par l'ONU? Eh bien, c'est tout simplement, c'est surtout la communauté internationale a voulu se satisfaire de la lecture qui était faite par les États-Unis, mais pas seulement par les États-Unis, la Grande-Bretagne également, et surtout le FPR, qui ont voulu faire comprendre ou faire croire que la tragédie du Rwanda se réduisait à un génocide des Tutsis par les Hutus. Ce qui est tout à fait faux. La réalité de la tragédie rwandaise, c'est l'attaque qui visait à changer le régime dès 1990, qui a entraîné les négociations d'Arusha, qui a entraîné l'intervention de la MINUAR et qui a fini par échouer avec l'assassinat du président Habyarimana en 1994, qui a profité finalement au FPR. Alors c'est bien l'objet de ma question. Le 6 avril 1994, le chef d'État rwandais Habyarimana est dans son avion. Il est abattu alors qu'il se trouve avec son chef des armées et avec le chef d'État du Burundi. Comment le tribunal pénal international a-t-il enquêté sur cette attaque? Alors, le tribunal pénal international a d'abord considéré que cette attaque ne faisait pas partie de ses compétences. Et c'est le procureur, le juge Goldstone, le procureur Goldstone, à l'époque, sud-africain, qui avait décidé cela. Alors, en réalité, le mandat qui constituait le tribunal pénal international demandait que le tribunal enquête sur tous les crimes qui avaient été commis au Rwanda du 1er janvier au 31 décembre 1994. Donc, on ne comprend pas pourquoi la date du 6 avril a été purement et simplement banni du calendrier du tribunal. Mais on comprendra un peu plus tard. Pourquoi? Parce que cet élément est considéré comme l'élément qui a déclenché l'apocalypse et l'horreur au Rwanda. Donc, si vous clarifiez cet événement, vous comprenez qui a pris le pouvoir et pourquoi le président Habyarimana a été assassiné. Donc, depuis 25 ans, le FPR, Paul Kagame, ne veut pas qu'on parle de cette affaire. Il avait dit que ça allait être sa priorité, mais ça n'a plus jamais été sa priorité depuis son arrivée au pouvoir. Et puis les Américains ont fait énormément de pression sur le tribunal et aussi sur le procureur Carla Del Ponte, qui a été évincée de son poste de procureur dès lors où elle a commencé à enquêter sur ce qui avait été fait par les Tutsis. Parce qu'elle m'avait fait des confidences quand même en 2005, où elle me disait qu'elle était venue non pas pour faire un tribunal ethnique, elle était venue pour enquêter et sur le gouvernement et sur la rébellion Tutsi. Le problème, c'est que quand elle a enquêté sur les Hutus, elle était une excellente procureure. Dès qu'elle a voulu commencer à enquêter sur les Tutsis, eh bien, on l'a chassée du tribunal. Et ça montre très clairement que la duplicité qu'il y a eu entre les soutiens importants du FPR qui ont quand même obtenu la tête du procureur du tribunal pénal international. Au lendemain de cette attaque, les Tutsis ont justifié une offensive pour mettre un terme au massacre de Tutsis. Est-ce que vous avez trouvé des preuves de ces violences? Aucun élément précis. À quelle date, à quel moment le FPR a décidé
de sauver les Tutsis, on n'a jamais vu un seul élément de preuve. C'est ce que j'appelle des éléments de langage pour la communication politique, pour le marketing du FPR. Et ces éléments de langage ont été utilisés par toutes les organisations humanitaires qui étaient sur place, en disant que le FPR est reconnu comme celui qui a sauvé les Tutsis. Or, il se trouve aujourd'hui que beaucoup de Tutsis qui sont des anciens membres du FPR ou qui ont participé au gouvernement du FPR disent que le FPR n'a jamais sauvé les Tutsis, quand bien même les militaires Tutsis étaient en position de le faire. Des cessez-le-feu avaient été proposés à plusieurs reprises. Quelles ont été les réactions du FPR Tutsi? Alors, le FPR n'a jamais voulu un cessez-le-feu. Le général Dallaire a demandé des cessez-le-feu. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Jacques-Roger Bobo, a demandé le cessez-le-feu. Le secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, a demandé lui aussi le cessez-le-feu. Tout le monde s'est mobilisé pour demander le cessez-le-feu et le FPR n'a jamais voulu le cessez-le-feu. Et il est même allé jusqu'aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, demander que ce soit d'abord les membres du gouvernement qui arrêtent les massacres comme si les membres du gouvernement étaient les seuls à commettre les massacres. Donc, si vous voulez, il y a eu une inversion des rôles dans cette affaire où deux adversaires politiques qui se battent pour prendre le pouvoir, eh bien, c'est l'adversaire qui n'a pas encore pris le pouvoir, qui diabolise celui qui est aux affaires, et on finit par condamner celui-là en donnant l'impression qu'il est le seul responsable de toute la tragédie. Or, tous les documents que j'ai découverts montrent que toute cette histoire, elle est complètement erronée, elle est falsifiée. Alors, on va en arriver justement au point où l'on parle de l'opération turquoise. En quoi consistait cette opération? Donc, je le rappelle, menée par l'armée française, lancée le 22 juin 1994. Oui, il faut d'abord rappeler que c'était une opération multinationale. C'était une initiative française, un projet présenté par la France, mais c'était une force multinationale, donc qui pouvait accueillir des Américains, des Britanniques, tout le monde, etc. Mais cette mission, si vous voulez, pendant les 2 mois qu'ont duré les massacres, personne n'a bougé. Et donc, la France a proposé cette initiative au Conseil de sécurité pour permettre qu'on arrête le massacre de toutes les populations rwandaises, Hutus, Tutsis et Twa. Mais oui, on ne parle jamais des Twa. Non, on ne parle. Qui est une minorité complètement oubliée. La première minorité rwandaise, 1%. Avant les massacres de 1994, on ne parle pas de ces gens-là, alors que les rapports des Nations Unies ont montré que cette population a été exterminée. On ne sait même pas combien de Twa restent aujourd'hui au Rwanda. Mais ça, c'est très révélateur de la situation. Mais lorsque ce projet est présenté aux Nations Unies et qu'il est approuvé, eh bien, le FPR refuse que la France intervienne. Mais quel est leur argument? Leur argument consiste à dire que la France a aidé le régime Habyarimana, ce qui est vrai, mais ce n'est pas parce que la France a aidé ou soutenu le régime Habyarimana qu'il faut empêcher la France d'intervenir, puisque, manifestement, c'est la seule puissance, le seul pays qui décide d'intervenir à ce moment-là. Et alors, finalement, cette offensive du FPR n'a jamais permis que la France intervienne, mais c'est parce que la France a insisté aux Nations Unies que, finalement, cette intervention a eu lieu avec le soutien d'autres pays africains. Est-ce que cette opération est sortie à un moment de ses prérogatives donc données par le Conseil de sécurité? Jamais, jamais. Et c'est ça qui est triste et qui est terrible, c'est que les Français ne pouvaient pas sortir du cadre. Pourquoi? Parce qu'en France, on était sous la cohabitation. Le président Mitterrand était à l'Élysée, le Premier ministre Balladur était le Premier ministre. Donc le Premier ministre n'approuvait pas la politique qui avait été menée par François Mitterrand au Rwanda, ce qui était d'ailleurs une erreur politique. C'est-à-dire que la France était dans une situation de bataille géopolitique face aux Américains et aux Britanniques. Donc, il n'était plus question de faire la querelle domestique. Il fallait défendre la politique de la France, notamment celle qui a été menée de 1990 à 1993. Pourquoi ?
Parce que pendant toute cette période, eh bien, les Rwandais ne se sont jamais plaints d'être victimes d'une extermination de la population. Donc si cette politique a empêché les massacres et a même permis la discussion entre Hutus et Tutsis, il aurait fallu la défendre en 1994 pour éviter nécessairement ce qui est arrivé. Or, ce n'était pas la position du Premier ministre Balladur, mais malgré tout, cette intervention a eu lieu, mais on ne peut pas dire qu'ils sont sortis des clous parce qu'il y avait les journalistes et les organisations humanitaires, les Américains, les Britanniques. Il n'y a pas que le FPR qui aurait vu que la France est en train de dérailler, tous ceux qui étaient là auraient vu que la France est en train de dérailler. Et donc c'était donc sur l'initiative de la France que cette opération turquoise a été menée, mais pourquoi l'ONU a-t-elle mis plus de 2 mois à donner la permission à la France d'intervenir? Écoutez, ça a été le choc que j'ai pu avoir au moment où je consultais les archives des Nations Unies. Je découvre quoi? Je découvre que pendant 2 mois, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, le FPR adresse des courriers au président du Conseil de sécurité pour interdire toute intervention multinationale. Le même FPR se plaint du fait qu'on est en train de commettre un génocide et des massacres de population, pendant que lui-même aussi commet des massacres contre les civils, mais il refuse toute intervention. Et je ne comprends pas pourquoi le FPR fait cela. Donc, en cherchant et en analysant la stratégie militaire du FPR sur l'occupation territoriale, je me rends compte qu'en fait, si on arrêtait les massacres à ce moment-là, on allait renvoyer les 2 parties à la table de négociation pour faire appliquer les accords de paix que les 2 parties avaient signés. Le FPR n'avait pas intérêt. Ce qui intéressait le FPR, c'est sa supériorité militaire sur le terrain étant devenue une réalité. Eh bien, le FPR a voulu remporter la victoire militaire, prendre tout le pouvoir et imposer sa loi à ses adversaires politiques. Alors, en marge de cette opération turquoise, il y a tout un volet extrêmement intéressant, Charles Onana, sur le rôle de MSF, Médecins sans frontières. Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, encore quelque chose de terrible. Médecins sans frontières était une organisation, et c'est une organisation humanitaire qui avait vocation donc à sauver toutes les populations, à soigner les blessés, etc. Mais je me rends compte que Médecins sans frontières a ses membres, ses propres membres, qui sont tués par les milices du gouvernement. MSF dénonce ces massacres. Les membres de MSF qui sont victimes du FPR, du massacre et des enlèvements du FPR, eh bien, le Médecins sans frontières se tait. Mais MSF ne se tait pas parmi ces membres qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain, les membres de MSF, et ça je leur rends hommage, ces gens ont travaillé, ont rédigé des rapports, mais c'est la direction internationale de MSF qui a décidé de censurer ces rapports, et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais exprimés sur les massacres de leurs propres membres qui ont été commis par le FPR. Mais qui sont ces membres de MSF qui cachent la vérité? Alors, écoutez, c'est la direction internationale de MSF. La direction internationale de MSF avait au début été hostile à l'opération turquoise et le président François Mitterrand avait reçu les membres de MSF. Ils sont partis sur le terrain et je n'ai pas compris pourquoi. Les éléments de langage qui étaient, quand vous regardez la stratégie de communication de MSF, ce sont les mêmes éléments qui sont utilisés par les rebelles du FPR. Et donc, à la fin, on se rend compte qu'en fait, tout ce qui se passait au sein de MSF, par exemple, les membres de MSF France qui devaient aller au Rwanda, devaient avoir l'aval de MSF Belgique, qui était, je dirais, la caisse de résonance de MSF international. Et donc, c'est à Bruxelles que tout se décidait, et c'est Bruxelles qui disait que tel Français peut partir, tel Français ne peut pas partir. Et on comprend aujourd'hui avec le temps que, en fait, le FPR avait réussi à convaincre ou à corrompre une partie de la branche de MSF international pour empêcher qu'on sache ce que le FPR faisait sur le terrain contre les civils. Jusqu'à l'enquête des historiens, jusqu'à votre livre, on voit que donc ce sont les Tutsis qui ont accaparé un petit peu ce monopole de la victimisation. Est-il prouvé que les Tutsis ont été les seules victimes de massacres? Non. Quand vous reprenez les rapports des Nations Unies, et je demande à tous ceux qui veulent comprendre, qui ne sont pas dogmatiques,
qui ne sont pas fermés, d'aller lire tous les rapports qui sont faits par le haut commissaire aux droits de l'homme au mois de mai, les rapports qui viennent de la MINUAR et les rapports des Nations Unies. On dit clairement, les rapporteurs disent très précisément que les massacres sont commis par les Hutus et par les Tutsis. Les seules vraies victimes de toute cette tragédie sont les Touaregs, parce que les Touaregs n'étaient pas dans une position ni de conquête du pouvoir, ni de volonté de défendre leur pouvoir. Ils n'avaient pas de pouvoir. Ceux qui avaient le pouvoir, c'était les Hutus, et ceux qui essayaient de conquérir le pouvoir, c'était les Tutsis. Et donc, vous vous rendez compte que la rébellion Tutsi a essayé de se mettre dans la peau des Tutsis de manière générale, alors que moi, je fais la distinction entre les civils Tutsis qui ont été victimes de massacres et la rébellion Tutsi qui était en position de conquête de pouvoir. Oui, vous dites que c'est très important de distinguer les Tutsis du FPR des Tutsis de la population civile. Absolument. Et c'est cette confusion volontaire du FPR qui fait que quand on parle de victimes Tutsis, on a l'impression qu'on parle du FPR, alors qu'en réalité, le FPR non seulement a massacré les Tutsis, et il y a un exemple très simple, c'est le père de Corneille, le chanteur Corneille. Le père de Corneille était Tutsi, sa mère était Hutu. Alors quand on a tué le père de Corneille, il est établi aujourd'hui que c'est les gens du FPR qui ont tué le père de Corneille. Donc vous voyez très bien que lorsque les éléments du FPR massacrent un Tutsi qui était considéré comme quelqu'un qui était allié au gouvernement d'Abiyarimana ou à l'ancien régime, eh bien ce Tutsi-là pouvait mourir, tous les autres Tutsis qui étaient dedans pouvaient mourir. Le seul objectif, c'était de se saisir de la position de victime de ces Tutsis pour essayer de s'auto-glorifier et de justifier sa prise de pouvoir. Et c'est cynique, c'est mesquin, mais c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Est-ce que le tribunal international, le tribunal pénal international a poursuivi des membres du FPR, à commencer par l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame? Alors, ce que Carla Del Ponte m'a dit en 2005, c'est que lorsqu'elle est venue voir Kagame au Rwanda pour lui dire qu'elle avait des preuves, ce n'était pas une suspicion, elle avait rassemblé un certain nombre d'éléments qui permettaient de poursuivre les rebelles Tutsis qui avaient commis des massacres. Kagame lui a dit, vous n'êtes pas venu ici, d'après ce que m'a dit Carla Del Ponte, dans son bureau, en présence de Mme Hartmann, qui était son porte-parole, c'est que vous n'êtes pas venu ici pour poursuivre les Tutsis. Vous devez vous atteler à poursuivre ceux qui ont commis le génocide, sous-entendu les Hutus. Donc, Carla Del Ponte m'a dit, mais moi je ne suis pas venu pour faire un tribunal ethnique. Mais le problème, c'est que Carla Del Ponte a cru qu'elle avait simplement affaire au FPR. Elle n'a pas mesuré le soutien dont bénéficiait le FPR aux États-Unis et elle a redit la même chose dans ses mémoires en disant qu'effectivement, Monsieur Prosper, le procureur Prosper, l'Américain, lorsqu'elle est allée à Washington, on lui a dit, eh bien, votre mandat ne sera pas renouvelé. Politiquement, Charles Onana, le président Paul Kagame a instauré un pouvoir véritablement autocratique dans son pays qu'il dirige depuis 2000, excluant les Hutus et les Touaregs. Quel avenir Paul Kagame réserve-t-il à son pays? Un terrible avenir, c'est-à-dire qu'un avenir dans lequel on vous dit qu'il n'y a plus d'ethnie au Rwanda, mais on continue à vous identifier les gens par leur ethnie. On continue à marginaliser des gens du fait de leurs origines ethniques. Donc vous comprenez que c'est un peu mesquin tout ça, c'est malhonnête et je dirais même que c'est triste pour l'avenir politique du Rwanda parce que le but, et c'est pour ça que le tribunal a fait un mauvais travail de façon globale. Parce que l'une des missions du tribunal était d'obtenir une réconciliation entre Rwandais. Comment vous pouvez obtenir une réconciliation quand vous ne poursuivez qu'une partie? Et quand des victimes, toi par exemple, n'ont pas la possibilité d'obtenir justice. Quand vous avez des Hutus qui n'arrivent pas à obtenir justice. Quand vous avez des enfants, des Tutsis et des Hutus qui sont totalement déclassés, qui ne comptent ni parmi les victimes, ni même parmi les gens qui ont souffert. Et je pense que cette façon aussi ethnique de présenter toujours un groupe sous une dimension ethnique, elle n'est pas saine, elle n'est pas bonne pour la paix et la réconciliation.
C'est ma dernière question, Charles Onana. Comment vous expliquez qu'après plus de 20 ans, tous ces mensonges concernant l'histoire du Rwanda soient si bien protégés et même réaffirmés? Parce qu'il y avait un objectif supplémentaire à la prise du pouvoir du FPR. C'était de permettre à tous les soutiens du FPR, les multinationales et toutes les puissances qui soutenaient le FPR pour prendre le pouvoir au Rwanda, c'était de se faire récompenser dans les mines de diamants et de coltan en République démocratique du Congo. Si on veut comprendre pourquoi il y a eu tant de mensonges, pourquoi il y a une telle opacité, pourquoi il y a de si nombreuses polémiques dans cette affaire, il faut qu'on sache qu'il s'agit d'une affaire de gros sous sur le dos des Congolais, sur le pillage du Congo, qui sont des pillages très fortement documentés depuis 2001 par les Nations Unies. Et la difficulté pour les Congolais, c'est qu'eux, ils ne peuvent même pas s'exprimer sur ce qui se passe. Parce que là aussi, le blackout est total, le silence est total. Et des mensonges qui ne concernent évidemment pas que le Rwanda. Je parle sous votre contrôle, Charles Onana. Je pense que c'est à l'échelle de ce continent, hélas. Dès que vous avez des enjeux économiques importants, dès que vous avez des grandes puissances ou des multinationales qui veulent piller, eh bien, on se tait, les gens meurent dans le silence et dans l'anonymat le plus total. Et c'est ça qu'il faut essayer de briser maintenant. Charles Onana, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est donc « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise ». Quand les archives parlent, publié chez l'Artilleur. Merci Charles Onana d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Merci bien et bon courage à votre travail. Merci.